Comment réussir à négocier une mission en full remote? Je vais tenter d'apporter ma réponse dans cette capsule vidéo, mais avant cela, je compte sur toi évidemment pour mettre un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et on va voir tout de suite en images comment négocier ça. Alors, pour négocier en full remote, il faut quand même comprendre un peu les problématiques qu'il y a à l'insertion du full remote. Là, actuellement, on est à peu près 3 ans après Covid, à l'heure où je tourne la vidéo, et on constate qu'il y a concrètement un retour en arrière sur le fait que le full remote devient de moins en moins populaire au niveau des managers de recruteurs. Alors, c'est pas la fin du monde et on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Mais pour bien, entre guillemets, proposer des solutions afin tout simplement d'être en full remote, voyons d'abord les problèmes que suscite finalement le fait d'être à distance, notamment de la part des managers. Alors, c'est parti, on y va. Le premier problème, pour moi, c'est tout simplement que la plupart des managers ou des recruteurs ont une forme de manque de confiance. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas vraiment ce que font chacune des personnes. Et en effet, quand on regarde dans pas mal de cas, on constate finalement qu'il y a une forme de manque de confiance par un manque de visibilité sur les travaux qui sont encourus. Pourquoi? Parce que, il faut l'avouer, beaucoup de développeurs en général ne sont pas très, on va dire, propres, on va dire, sur le degré des avancements des choses. Et ça se renforce d'autant plus si le niveau de visual management est faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si la découpe des tâches est mal faite, si par exemple il y a une tâche qui, dure 2 semaines, dire un statut en cours, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on a 10 50 90. Voilà, donc là, on a un gros problème, de visibilité et ce manque de visibilité, de transparence crée, justement la crainte, le manque de confiance et du coup, le fait que la personne ne soit pas «présente» entre guillemets, ne rassure pas le manager qui a un niveau de visual management faible. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une forme de, on va dire inconscient, de système de contrôle par le visionnage forcé des écrans en présentiel. Voilà, c'est tout simplement le premier problème que l'on a, c'est le manque de visibilité sur le travail qui est effectué, que ce soit de la faute du développeur et ou en même temps du product owner, Scrum Master. En tout cas, voilà, il y a un système dans la transparence des encours des travaux qui n'est pas bon. En tout cas, ça peut être très multifactoriel, soit de la part des développeurs ou des managers, etc. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le premier problème qui force justement un petit peu à inciter au présentiel plutôt qu'au remote. Le deuxième problème, c'est que les sociétés ne sont pas vraiment proactives dans la gestion, voilà, des interactions sociales à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit en général, ah ben oui, mais en full remote, on n'a pas l'effet machine à café, on peut discuter. Et bien ça, c'est vrai, c'est un vrai problème, mais en même temps, ça s'organise. Et donc, du coup, ce manque d'interaction sociale crée des tensions liées potentiellement, justement, ce manque de proximité entre les personnes. Et voilà, l'effet groupe de la machine à café n'est pas présent. Et ça, du coup, ça crée justement ce manque de sociabilité potentielle naturelle, si rien n'est fait. Encore une fois, il existe des solutions, mais qui sont plus de l'ordre du manager, même si un développeur peut suggérer ces éléments-là, chose que j'ai déjà faite d'ailleurs. Voilà, ce manque entre guillemets de proximité physique pour beaucoup de managers, c'est un élément crucial dans l'accessibilité, tout simplement par méconnaissance de toutes les manières de créer une sociabilité à distance. Le troisième problème, c'est vraiment pour moi la confusion entre la communication et la discussion. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que en général, pour être efficace en télétravail, il faut pas être interrompu, toutes les 5 minutes. Pourquoi? Parce que il a été prouvé qu'une interruption même de 15 secondes sur une capacité maximale de concentration, que l'on appelle le flow, reprovoque au moins 20 minutes à se replonger dedans afin de revenir à ce même état de concentration maximale. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les processus de travail asynchrone, ça veut dire je crée une information sur un support et cette information est consommée
plus tard sur ce même support. C'est pour ça qu'on crée des systèmes de ticketing, c'est pour ça qu'on crée des messageries, etc. Mais il est constaté finalement que c'est faiblement maîtrisé. Ça veut dire quoi? Bah voilà, les symptômes que je peux observer en général, c'est typiquement une mauvaise organisation des canaux de communication, que ce soit sur Slack, sur Teams. On a par exemple alors moi j'ai déjà eu, on va dire, l'absence de canaux, c'est-à-dire qu'il y en a un et tout le monde discute dedans. Alors, je peux vous dire que même avec un système de thread sur Slack, on va pas très très loin, surtout qu'on peut pas faire des sous-threads. Donc, en fait, tout se noie, en fait. Et donc, ça crée un vrai problème parce que finalement, c'est pas que la discussion ne se crée pas, c'est qu'elle est complètement dans un brouillard de discussion. Et donc, il n'y a pas cette qualité dans la communication. Donc, c'est pour ça que je fais bien la distinction entre communication et discussion, quelque part, parce que le but de la communication, c'est tout simplement le fait d'avoir bien compris le message et qu'il puisse procurer finalement les résultats, la réaction que l'on s'attend à avoir pour avancer. Le deuxième élément, bah, on l'avait déjà vu juste au-dessus, bah, c'est le manque de visibilité et c'est le visual management non fidèle pardon, à la réalité de la production. Bah ça, typiquement, c'est quoi les symptômes qu'on peut voir? C'est typiquement une synchronicité entre un Jira et GitLab qui n'est pas fait. On voit par exemple qu'une merge request est en cours de création, ou alors ça a été comité validé, mais par contre sur Jira, rien n'a avancé. On peut par exemple avoir des statuts de backlog qui sont pas du tout adaptés finalement à la manière de travailler de l'équipe. Ça, c'est un vrai problème parce que les statuts ne reflètent plus rien en fait. Ils ne sont pas le reflet fidèle dont la manière dont les travaux avancent réellement. Et donc, si on doit, entre guillemets, avoir des statuts qui ne sont pas fidèles à la réalité du terrain, alors le processus devient une entrave et non pas quelque chose qui aide. Et donc, en soi, du coup, comme c'est une entrave, ça va pas être renseigné. Si c'est pas renseigné, on n'a pas de visibilité. Manque de visibilité, manque de transparence, ça veut dire manque de confiance, et donc du coup, on souhaite aller voir la personne sur place. Voilà, et donc du coup, ça arrive finalement, les statuts non adaptés arrivent, c'est une composante finalement des dashboards qui ne sont pas optimisés sur les outils tels que Jira, Trello, enfin voilà, tout ce qui est système de ticketing. Donc ça, gros problème de transparence. Un autre problème que je vois aussi, c'est typiquement les qualifications ou des US qui sont trop faibles. Alors, en agilité, dans le meilleur des mondes, on va dire, on va avoir une expression du besoin un peu en mode Gherkin, en tant que je veux soit, de sorte que machin. Euh, le problème avec, entre guillemets, les US juste en mode Gherkin, c'est que c'est potentiellement assez pauvre. Ça me rappelle un peu les dissertations philosophie, typiquement du bac. La raison a-t-elle toujours raison? Bonjour, vous avez 3 heures. Et ben, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai quand je vois certaines user stories. Et on se dit que quand, typiquement, on n'a pas une capacité de delivery instantanée, c'est clairement, entre guillemets, comment dire ça? C'est une bombe entre guillemets qui va se créer. C'est-à-dire qu'il y a tellement trop peu de détails, à l'inverse du cycle en V où le temps qu'on mette toute la spécification, le besoin a trop changé. Bah, là, typiquement, le problème de l'agilité là-dessus, c'est qu'on confond, on dit les humains avant les process et les outils. Ouais, mais ça s'est confondu en humain et pas process. Et là, on a un petit problème parce que la réalité des choses, c'est qu'en général, en termes d'infra, de DevOps, de CI/CD, il n'y a pas, entre guillemets, l'instantanéité absolue de tous les tests. Les personnes qui doivent qualifier les choses ou les clients ne sont pas toujours, entre guillemets, disponibles. Et donc, il y a une forme de granularité à avoir dans les spécifications entre le détail de la spécification et le rythme de delivery. Et quand ces spécifications sont trop faibles, eh bien on a trop d'allers-retours. Et quand on a des allers-retours, devinez quoi? Eh bien du coup, on se dit, bah, il faut aller voir les personnes pour savoir comment ça se passe. Et si la personne est à distance et que les communications en synchrone se passent mal, on se dit, eh ben là, j'ai pas envie de faire du full remote. Et voilà, donc ça, c'est encore un autre symptôme qui amène finalement au fait de repousser tout simplement le full remote. Dernier élément pour moi, de non-maîtrise des processus de travail asynchrone, c'est un peu la néophytie, oui, des plateformes d'échange collaboratifs, que ce soit dans la gestion des backlogs ou pour les rétrospectives, les sprint planning,
Les délits, bon, même si j'aime pas trop les délits, mais bon, ça, je ferai une autre vidéo pour ça plus tard. Euh, on constate finalement que ce genre d'outil, entre guillemets, n'est absolument pas du tout maîtrisé et en soi, du coup, ne participe pas à la capacité d'arriver à une forme d'intelligence collective en full remote. Et donc ça, évidemment, c'est un gros problème qu'on peut pallier justement en proposant un peu, en montrant comment ces outils fonctionnent et presque en faisant des petites formations internes. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Du coup, quand les processus de travail asynchrone ne suffisent pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut avoir les personnes au bout du fil. C'est normal. Ça marche pas, les informations sont pas claires, sont pas transparentes, machin. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle quelqu'un. Et donc, du coup, on arrive sur une surabondance des réunions de manière générale. Et là, on a encore un autre problème, c'est que ces réunions ne sont pas préparées. Combien de réunions, de calls on a sans objet, sans comprendre les tenants et les aboutissants, où on ne connaît pas non plus les décideurs. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça veut dire qu'on a une réunion dont l'issue c'est ah bah on va contacter quelqu'un d'autre. Donc le A va dire ah bah il faut contacter B. Le B, il va y avoir une autre réunion avec B. Le B va dire ah bah il faut contacter C. Et le C il va dire il faut contacter A. Et bah là on a une forme de dépendance cyclique des décideurs de réunion, ce qui fait que tant que les trois ne sont pas dans la boucle, et ben rien ne va se passer. Et donc ça, bah forcément, non maîtrisé, c'est un peu le bordel. Et enfin, et le top du top, j'ai envie de dire, la plupart des réunions ne sont même pas documentées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Documenté, ça veut dire que j'ai toujours, on va dire, une expression d'un vieux prof de communication quand j'étais à la fac. Il me disait, à la fin de chaque réunion, il faut savoir qui fait quoi et dans quel délai. Et ben c'est vraiment ça, qui fait quoi et quand. Et si c'est pas intégré justement dans le processus de travail asynchrone, hein, juste ici, eh bien on va avoir un gros problème parce que ça va parler et puis finalement 2 semaines plus tard, on va dire ah bah non, c'était pas ce qui était convenu, etc. Donc là, évidemment, il y a aussi des techniques pour pallier à ça et faire en sorte que lorsqu'on sort de réunion, tout le monde sait déjà quoi faire et c'est déjà dans les tuyaux. Donc ça, c'est le troisième problème, c'est vraiment cet aspect confusion et manque de qualité dans les communications. Et enfin, le quatrième problème, et non des moindres, c'est les capacités de communication à distance qui sont absolument non maîtrisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé et je ne veux pas dire déjà arrivé, mais c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, que la plupart des visios, des calls, vous n'avez ni un son correct, ni une image correcte, ni une lumière correcte, ni un réseau correct pour l'ensemble des participants lors de cette réunion. Si je vous dis ça comme ça vous paraît évident que bah, c'est jamais le cas. On n'a jamais ces meilleurs éléments-là. Sauf qu'en fait, il y a un problème par ça. Parce qu'il existe une étude menée donc en 1967 par Albert Mehrabian qui parle justement de l'efficacité de la communication. Et il est arrivé à une forme de postulat très très simple. C'est que le verbal, autrement dit le choix des mots, constitue 7% de la qualité de la communication. Le paraverbal, qu'on désigne par la voix, l'intonation, contribue à 38%. Pourquoi 38%? Pourquoi c'est à ce point-là? Parce que l'intonation suggère certaines émotions. Typiquement, deux phrases, je vais prendre une phrase, une même phrase, la phrase « c'est intéressant ». Je vais dire sous 2 tonalités différentes et vous allez comprendre que c'est vraiment différent. La première, c'est « oh, c'est intéressant ça ». Vous avez vu l'intonation? Maintenant, je vais prendre la même phrase. Ouais, c'est intéressant. Totalement différent. La notion de paraverbal traduit totalement une émotion différente. Et donc, en soi, c'est très important. Et encore plus que le paraverbal, c'est le non-verbal. Le non-verbal, autrement dit, les gestes, la forme du visage et évidemment le contact visuel contribuent jusqu'à 55% de la qualité de la perception de la communication. Donc c'est absolument vital. Vous voyez que finalement, si dans un call, il n'y a pratiquement jamais la caméra ou que le micro est dégueulasse, mais en fait, c'est pas une épine dans le pied, c'est 2 balles, c'est 2 balles dans le pied qu'on se met en termes de communication. Et donc ça, c'est un vrai problème, et c'est ce que j'appelle du coup, ça constitue pour moi l'électronisme de communication managériale.
Et pourquoi c'est un problème? Parce que finalement, ça translate finalement de l'ignorance des capacités, de communication. Le problème avec ça, c'est que, un manager qui ne sait pas entre guillemets, bien communiquer, va assumer que, ce manque de communication se transfère à l'ensemble de ses équipes. Et donc du coup, on ne sait jamais finalement comment bien communiquer. Donc, comme on peut mal communiquer, un manager va se dire, bah, pour lui il est impossible pour lui d'accomplir sa fonction de manager, de chef, d'être directeur, et, et sa direction lui impose de réussir sa mission. Donc ce peur crée justement cette tension qui crée cette réaction entre guillemets inconsciente émotionnelle de vouloir faire rapatrier les personnes sur place. Voilà, par manque de compétences de l'usage des outils numériques, plus de la qualité de communication, et l'ensemble se fait sous forme de transfert inconscient de cette incompétence aux autres personnes, et très souvent ceux qui doivent manager. Donc voilà, donc on a vu les quatre principaux problèmes sur le full remote. Maintenant, évidemment, passons full solution. Non, mais aux solutions. Évidemment, ces solutions vont justement tenter de répondre à ces problématiques. La première solution, alors, ou ensemble de solutions, parce que finalement, on va voir, c'est tout un maillage d'éléments. C'est le but de créer un sentiment de confiance en réduisant le risque d'un mauvais recrutement. Il faut savoir qu'un mauvais recrutement coûte très 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 cher. Je crois qu'on est de l'ordre de 25 000 euros pour un mauvais recrutement. Je dis peut-être une erreur sur le montant, mais en tout cas, il faut savoir que ce montant est très très cher. Alors du coup, comment on peut faire ça pour justement limiter le risque? D'ailleurs, en parlant de risque, si tu n'as pas vu ma vidéo sur la notion d'équation de valeur perçue, eh bien, je t'invite vraiment à le faire et à cliquer sur le i en haut à droite de ton écran. C'est pour moi quelque chose d'absolument vital à comprendre en tant que freelance. Voilà, petite parenthèse fermée, mais si tu l'as pas fait, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Alors, comment on crée un sentiment de confiance en réduisant ce risque d'un mauvais recrutement? Eh bien, il y a plein d'éléments. La première, c'est justement lors de la phase de l'entretien, c'est par exemple de proposer une première semaine sur place pour créer les premiers contacts et créer une confiance. Pourquoi? Parce que quand on est sur place, en effet, il y a tous ces éléments, on va dire, de paraverbal et de non-verbal qui vont se créer. Un lien qui va se faire. Si le manager a peur, entre guillemets, de ne jamais pouvoir créer justement ce tissu d'un peu de solidarité entre les personnes sans que les personnes se soient vues, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être une solution en disant, bah, ok, je vous propose de venir une semaine sur place et puis et après de rester en full remote. Mais comme ça, au moins, un premier contact a été fait. La deuxième solution, c'est pourquoi pas de proposer une possibilité de déplacement. Alors là, fonction de votre envie, de tous les mois, tous les trimestres ou tous les semestres, au moins pour avoir de temps en temps une petite touche. C'est en tout cas quelque chose qui peut, encore une fois, aider à rassurer la personne. Tout dépend finalement de votre degré d'acceptation du degré de full remote. Il y a le remote, il y a le full remote et le full remote, comme on dit dans le métier. Le troisième élément, et encore une fois, c'est parmi les à l'entretien, c'est tout simplement de proposer de connaître l'expérience de ses anciens clients, ses référents lors de l'entretien. C'est de dire, ok, appelez telle personne, envoyez un mail à telle personne pour dire comment l'expérience du full remote s'est passée avec vous. Et oui, tout simplement, parce que si un ancien client a eu, on va dire, le même genre de travaux que vous devez délivrer à votre client potentiel, lui proposer tout simplement une forme de témoignage ou d'appel téléphonique auprès de cette personne peut évidemment drastiquement le rassurer. Donc dans cette même lignée, on peut montrer les témoignages clients, voilà, pour les besoins similaires. Donc soit on fait un appel pour avoir une forme de référent, ou soit les témoignages clients des anciennes prestations qui va naturellement gonfler la crédibilité. Et enfin, un petit truc qu'il faut savoir, c'est que en CDI, en général, il y a une période d'essai qui est, je ne sais plus, de 3 mois. Oui, 3 mois reconductibles, etc. En freelance, il n'y a pas cette période-là, parce que c'est un contrat commercial et ce n'est pas un contrat de travail. Mais comme c'est un contrat commercial, rien n'empêche finalement de rajouter une petite clause en disant, on rajoute une période d'essai, ça peut être 1 mois, 2 mois, pourquoi pas, avec effet immédiat dans ce contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut dire que le jour prochain
ou 2 jours après une décision, on met fin au contrat. Et ça, du coup, ça évite justement l'effet je dois attendre un mois avant que ça s'arrête ou tenter absolument de. Enfin, voilà, ça crée trop de complications. Et donc, proposer à l'avance ce genre de solution, c'est directement engager une marque de transparence. En gros, c'est dire bah, si ça va pas, pour moi, alors déjà pour le manager et pour soi, dans ce cas-là, on arrête tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, on coupe au plus court ce problème-là et on ne tombe pas dans ce que j'appelle la théorie des coûts irrécupérables où on se dit, bon, bah, j'ai investi 15 jours avec cette personne-là, je vais encore faire 15 jours dans l'espoir que ça se passe mieux. Non, en général, on fait une bonne discussion et si à la suite de la discussion, ça se passe bien, on continue. Si ça se passe mal, il faut avoir un moyen simple de couper court. C'est bon, il faut réduire le mal et on reprend et on enchaîne. Pour les deux, pour le freelance et pour le manager. Donc voilà, donc ça c'est la première solution, c'est justement créer du coup un sentiment de confiance en réduisant le risque. La deuxième solution, c'est, eh bien, on a vu répondre à ce manque de transparence. Il est fort. Alors, en manque de transparence, il y a plusieurs solutions. Le premier, c'est le compte-rendu journalier le premier mois. C'est quelque chose qui est plus ou moins connu, mais peu appliqué finalement. En général, les premiers jours de mission, c'est les moments les plus importants. Les commerciaux vont dire en général qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Eh bien, c'est vrai à l'entretien et c'est encore plus vrai lors des premiers jours, lors de la mission. Pourquoi? Par la manière dont on va travailler, la manière dont on va discuter, on va dire le feeling qu'on a avec les personnes, c'est quelque chose de très important. Mais ce qui est encore plus important pour un manager, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui me prouve que la personne devient de plus en plus opérationnelle et que ce temps d'opérationnalité se réduise de sorte à ce que la personne soit opérationnelle et rentable. Et bien là, plutôt que d'attendre et en général d'espérer un processus d'opérationnalité très bien calé au niveau de l'entreprise, il faut savoir que c'est l'un des processus les moins bien ficelés, tout simplement parce qu'il ne contribue pas directement au business au niveau des directeurs de projet, et donc en général c'est le moins bien documenté. Petite parenthèse fermée, mais il faut le savoir. Mais comme on le sait, du coup, on peut devenir proactif. Encore une fois, un mindset de freelance. Comment on fait ça? On propose à l'entretien voilà, une checklist des tâches d'opérationnalité de début de mission. Ça peut être connaître les personnes, faire un premier commit, faire une première livraison, faire une première spécification, un test, etc. Tous les éléments à 360 degrés qui constituent finalement les compétences ou sous-compétences hard skills ou soft skills nécessaires au fait qu'on le fasse sentir, qu'on soit bien opérationnel sur la mission. Et bien ça, on peut proposer à l'entretien ces petites checklists-là. Et là, ça manquera pas de faire son effet. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on comprend l'intérêt du manager à avoir cette transparence, cette visibilité. Et cette compréhension-là fait que on se démarque de beaucoup de développeurs qui sont un peu dans leur silo en mode je fais mon dev pour le plaisir du dev. Non, non, là, on fait comprendre qu'on est un freelance, on a une valeur à proposer et que pour bien faire comprendre qu'on a une valeur à proposer, on fait comprendre le système de référentiel de valeur de ce manager-là. Et ça, la petite checklist, entre guillemets, voilà, l'affinage de cette checklist d'onboarding partagée avec le manager. Alors ça, ce serait le top du top. Ce serait que que tu arrives avec le futur manager à une checklist d'onboarding avec priorité et en face de chaque item, tu as une preuve d'action du fait que tu as avancé. Si tu arrives à ça, alors là, tu te démarques de 99,99% des autres développeurs. Et je pense que cette stat est bonne, vraiment. Et donc, il y a un côté, on va dire, tous les jours, mais c'est un travail asynchrone et on ne voit pas forcément la personne. Et on avait vu finalement que dans la qualité de communication, il y a la communication, il y a le travail asynchrone. Et donc ça, c'est ce système de compte-rendu journalier, checklist prioritaire, suivi avec chaque preuve d'action, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir pouvoir discuter. Et c'est là où on peut proposer des reviews hebdomadaires, des one-on-one, toutes les semaines, pendant 1 mois, 2 mois, en fonction finalement du degré de confiance de la personne, justement basé sur l'onboarding sheet ou la petite checklist de début d'opérationnalité.
et avec, voilà, on va dire une forme d'entretien, mais juste de discussion pour dire: «Ah, j'ai vu ça, ça c'est pas mal», voilà. C'est un élément qui permet de créer une confiance avec le manager en question. Et du coup, ben, pour ce faire, il faut la solution 3. La solution 3, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des leviers de communication world class. Alors, qu'est-ce que je dis par levier de communication world class? Là, quand quand tu regardes cette vidéo, j'ai toujours du mal entre le tu et le vous, hein, mais j'essaie de faire le tu, hein. C'est plus sympa quand même. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. T'es quelqu'un que j'ai envie d'aider, donc j'ai envie de te tutoyer. Euh, Avoir des éléments de communication world class. Typiquement, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, le son est pas trop mauvais, la lumière est bonne, tu vois la personne, et son écran est propre, il n'y a pas de lag, etc. Eh bien ça constitue aussi tous les éléments qui fait que on a l'impression que la communication est transparente, elle est professionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certains éléments pour le freelance qu'il va falloir un petit peu travailler quand même chez soi. Typiquement, par exemple, se créer un coin ou avoir une pièce dédiée au travail, un bureau. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le fait d'avoir un coin délimité, c'est aussi un autre avantage, c'est que ça crée la séparation entre l'espace pro et l'espace privé. D'ailleurs, ça enlève, ça a tendance à faciliter justement le problème d'isolation du full remote, qui a un risque lié. Alors que lorsque l'on borne entre guillemets un endroit spécialement pour le travail, il n'y aura plus cette confusion entre le pro et le privé, et donc du coup arriver potentiellement à un risque de burn-out, hein, je dis bien de burn-out, où les gens continuent en permanence parce que entre guillemets ils ont l'impression que c'est chez eux, mais en même temps c'est pas chez eux, et donc du coup le travail continue quelquefois à des 19h 20h parce que il n'y a pas trop de résistance, il n'y a pas de la voiture, voilà, il y a plein d'éléments qui fait qu'on peut continuer à travailler, et au bout d'un moment ça crée un vrai problème, quitte à potentiellement partir d'une mission. Et moi j'ai déjà eu le cas d'un product owner à Leroy Merlin qui, pendant la période du Covid, allait travailler sur la commode dans la chambre de sa fille. Alors quand il m'a partagé ça, j'ai fait waouh, c'est un gros problème. Sauf que finalement, ben, la plupart des boîtes ne prennent pas en compte cette problématique pour le full remote. Donc, encore une fois, système de proactivité de freelance, assurez-vous d'avoir un coin, une pièce dédiée pour ça, c'est très important. Et enfin, du coup, la suite plutôt, c'est tout ce qui est système de visio. Et là, j'aimerais être au clair là-dessus, ça va paraître du pratico-pratique, du technique, mais quand vous mettez l'ensemble de ces éléments au clair, ça change vraiment toute la donne. Le premier, c'est la qualité de l'image sur une webcam. Il faut savoir que la qualité de l'image est due à 80% à un système de lumière. Donc là, ça veut dire qu'il y a deux solutions principalement. Pour moi, c'est soit acheter des lumières de type LED ou softbox pour la qualité de visio. Donc là, j'ai deux lumières qui sont là ici en mode softbox. Ou alors, et le plus simple, c'est d'avoir une fenêtre en face de soi lorsque l'on fait une visio. La lumière naturelle, une fenêtre en face, pas sur le côté, pas derrière, parce que le derrière, ça crée une ombre trop forte, on a l'impression du coup d'avoir un visage de fantôme. Et encore moins en dessous, mais bon, ça va être un peu compliqué. Voilà. L'endroit idéal pour se positionner lors des visios avec une fenêtre, c'est que la fenêtre soit en face de vous. Ça va créer du coup un éclairage sur votre visage. Et là, je reviens à ce qu'on s'est dit sur les communications. C'est ici, voilà. Le non-verbal, c'est 55%. Eh bien, pour voir ce non-verbal, ce visage, c'est tributaire de la qualité visuelle qui est à 80% tributaire de la lumière. D'accord? Donc ça veut dire si je fais 80% de 55, 8 x 5, 40, hein, si je dis pas de conneries. Donc il y a au moins 40% de la qualité de la communication qui dépend de votre lumière. Voilà, ça c'est clair, ça c'est net. Mais on a le paraverbal, on parlait de l'intonation, et du coup avoir un micro dédié de qualité. Alors, ça va paraître bête, hein, mais encore une fois, si vous achetez un micro, celui-là par exemple, il m'a coûté 45 € ou 50 € à l'époque. C'est pas non plus la mer à boire, on se comprend bien, c'est pas un truc de fou. D'ailleurs, au passage, il faut savoir que la qualité audio
est drastiquement augmenté fonction de la distance du micro. C'est finalement le système de bruit où voilà, ça réduit les bruits ou les échos. Donc quelquefois, c'est pas important d'avoir le meilleur micro du monde. En revanche, il est plus important tout simplement d'avoir un système qui réduit au maximum la distance entre le signal, autrement dit ma voix, et le capteur, à savoir le micro. Il faut savoir, si vous voulez améliorer votre son, c'est 80% de l'efficacité vient de la distance entre votre micro et votre voix. Et de toute manière, j'ai fait une vidéo avant sur l'équation de la valeur perçue, et vous entendrez une différence entre cette vidéo-là et celle-ci où j'ai réglé finalement les choses, hein, tout simplement sur le visuel. Un élément qui peut arriver, c'est si vous avez des enfants, si vous avez des bruits à l'extérieur, des marteaux-piqueurs, bref, ou de la circulation. Si vous êtes par exemple en ville et qu'il y a beaucoup de circulation dehors, mais que vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait trop chaud, vous avez la possibilité d'avoir des systèmes de réduction de bruit logiciels. Dans ce cas-là, je t'invite à soit installer NVIDIA RTX Voice, qui est un système où en fait ça va créer un micro virtuel basé sur le micro de base, dans lequel il va y avoir une intelligence artificielle qui va s'adapter afin de séparer le son qui constitue ta voix et le son qui constitue, on va dire, les bruits de fond, les bruits blancs. C'est pareil pour le logiciel Crisp. Voilà, si entre guillemets tu sens qu'il y a beaucoup de bruit, va voir ces deux logiciels-là et crois-moi, ça va faire une différence remarquable entre la qualité du son perçu par des interlocuteurs avec ou sans. Alors, un autre point aussi, c'est avoir un casque dédié pour éviter le retour du son dans le micro et créer du larcène. Pour ceux qui... moi, entre guillemets, je suis un musicien, je suis un pianiste de jazz, donc j'ai déjà fait un petit peu de scène là-dessus. Eh bien, c'est un peu le système d'oreillette, hein. C'est tout simplement, si ce que je dis va dans le micro et que du coup, ça repasse dans les enceintes qui reviennent dans le micro, qui repasse dans les enceintes qui reviennent dans le micro, vous avez une boucle infinie de sons qui crée ce fameux larcène. Donc, la solution, elle est toute simple. Dans ce cas-là, prenez un micro-casque ou des écouteurs, hein, tout simplement. Ça vous évitera de couper justement entre le son que vous avez écouté et l'insertion du son que vous voulez émettre. Un autre élément, ça va paraître bête, encore une fois, mais avoir une webcam correcte. Vérifier que votre webcam soit de votre ordi soit correcte, mais en général, elle n'est pas beaucoup. Donc, mieux vaut avoir une petite webcam correcte. Vous prenez une Logitech, je crois que c'est 920. Enfin, voilà, il y a vraiment des standards là-dessus qui fonctionnent très bien. Mais encore, je le répète, la lumière est le plus important d'abord. Donc, soit une lumière en face, soit des LED. Un autre élément qui peut paraître, mais alors là, ça paraît con, mais ça traduit quelque chose finalement où on sent qu'il y a quelque chose de pas net, où vraiment c'est le bordel. Et quand on montre un fond de chez soi où c'est le bordel, et ben du coup, on va essayer de le cacher par, on va dire, vous savez, les virtual backgrounds de Zoom, qui finalement font très mal le travail et on a l'impression que son visage est à chaque fois croppé par quelque chose. Mieux vaut dans ce cas-là s'assurer pour éviter cet effet-là, il n'y a que deux solutions. C'est soit vous avez un mur blanc derrière vous, ou si vous ne pouvez pas, vous achetez un fond vert. Elgato permet d'avoir des fonds verts rétractables. Bon, moi j'ai carrément une toile tout simplement derrière, comme tu vois évidemment, et un système justement pour enlever le fond vert pour que je sois transparent. Et du coup, ça donne une sensation, on va dire, de propreté, tout simplement. Et quand à l'image, on est propre, on a l'impression que la personne va proposer quelque chose de propre, tout simplement. Ah, voilà, ma petite sauvegarde. Autre élément, c'est posséder un réseau et un PC de qualité pour offrir une expérience fluide, typiquement dans les partages d'écran. Alors partage d'écran ou les voix qui sont coupées, ou bref, les choses qui vont pas. Si vous êtes à un mauvais endroit sur votre réseau, achetez une clé 4G lors de vos visios, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est vraiment le truc. D'ailleurs, typiquement, dans le monde des Suisses, les Suisses détestent ça, faut le savoir. Le fait de juste ne pas communiquer parce que le réseau ou votre qualité de PC est trop pourrie. Enfin, je ne sais pas comment vous pouvez
on peut pas donner. Vous savez, il y a cette expression, on fait un bon travail avec des bons outils. Et ben, c'est typiquement ça. À un moment donné, il faut juste un petit peu s'outiller correctement, dans le bon sens, pas forcément justement se ruiner non plus, mais juste, on va dire, avoir les bons outils, quelques bons outils. Là, on va passer à ce que j'appelle le système un peu world class, hein. C'est vraiment ces deux éléments qui, pour moi, peuvent faire la différence, surtout si tu es dans un métier typiquement, ou un product owner, ou une personne qui va énormément être en réunion. Je dis pas, typiquement un développeur, c'est quand même beaucoup moins, hein, faut être clair et net. Si par contre tu es product owner ou j'en sais rien, assistance à maîtrise d'ouvrage, il y a de fortes chances que ton agenda soit plus rempli de réunions que de longues périodes de travail. Et donc là, à ce niveau-là, il y a un système où, d'ailleurs c'est utilisé dans le marketing, où on va utiliser une forme de prompteur. Ah, attendez, je l'ai juste là. Hop, ici. Un petit système de prompteur où le principe, il est très simple. C'est-à-dire que vous mettez votre... Là, sur le coup, là c'est mon téléphone ici, et ça se reflète dans la vitre. Donc vous pouvez mettre tu peux mettre un écran secondaire qui va refléter la visio, et donc du coup tu vas voir le visage de ton interlocuteur, et par derrière tu vas voir la caméra, donc tu vas un peu aligner entre l'œil de ta personne auprès de qui tu parles avec la lentille de ta caméra, et donc la personne qui percevra ça aura l'impression que tu lui regardes, eh bien, dans les yeux. Et donc là, typiquement, je regarde la lentille de la caméra, et je regarde pas mon écran comme ça, et je te parle pas comme ça. Non, je te regarde vraiment, entre guillemets, comme si que tu étais en face, à travers la lentille. Mais du coup, tout le monde n'est pas à l'aise forcément à parler la lentille, et surtout, ce qui peut être problématique, quand on a des éléments à afficher, eh bien, c'est de faire un peu le yo-yo. Donc là, entre guillemets, je prends on va dire, l'effort, la discipline de parler un maximum sur la lentille, évidemment, pas pour te faire percevoir ce côté de communication non verbale qui est très important. Mais quand c'est récurrent, s'outiller d'un prompteur peut être vraiment quelque chose d'assez efficient. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si tu as besoin souvent de faire des schémas, tu sais, le côté papier-crayon ou tableau blanc, de manière répétée, à un moment donné, il peut être utile d'acheter une tablette graphique, comme j'ai fait dans la vidéo sur l'équation de la valeur perçue. C'est quelque chose... c'est une aide absolument massive dans la réduction finalement de l'entrave à la fluidité de la communication. C'est quelque chose vraiment qui change vraiment la donne. Si tu dois très souvent expliquer des choses avec des schémas, des graphiques, ce genre de choses, mais en live, en réel, où tu associes finalement la création, on va dire, du graphique, du visuel avec ta voix, comme un tableau blanc finalement, comme un tableau blanc. La tablette graphique peut être une excellente option pour cela, et il en existe à des prix tout à fait raisonnables. Par contre, je préconise les tablettes graphiques dans lesquelles ce soit un écran qui soit créé, et non pas la tablette graphique où on écrit d'un côté et il y a l'écran qui se fait de l'autre. Cette distance, elle peut paraître bizarre, et c'est d'ailleurs plus compliqué à bien faire les schémas concrètement. Enfin, et pas des moindres, c'est tout simplement s'entraîner avec tous ces outils de communication. Donc voilà, les tableaux blancs, les mind maps, tout élément qui permet finalement de faciliter le partage de la conception des éléments qu'on veut faire véhiculer. Et aussi, par exemple, un petit partage d'écran. Alors ça, j'ai un petit hack aussi, c'est le hack du double partage d'écran possible par des outils qui ne proposent en général qu'un partage à la fois. À quoi ça sert? Ça sert typiquement à, si une personne partage un écran pour tout simplement sur le sujet de la discussion, il est possible par exemple de proposer l'édition d'un compte rendu en live où ça répond à la question qui est ici, je reviens, voilà, sur le qui fait quoi dans quel délai. Si tu proposes entre guillemets, non pas entre guillemets, si tu proposes un système de double partage d'écran avec un écran qui est dédié à l'édition du compte rendu en live sur qui fait quoi dans quel délai, ou les informations qui s'en sortent, encore une fois, tu as un levier de communication absolument démentiel, et ça évite tout les quiproquos de fin de réunion et les semaines perdues. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo sur le full remote, qui est assez longue, hein, assez complète, mais je pense que tu vas pouvoir en tirer beaucoup de choses pour vraiment avoir beaucoup plus, on va dire, d'arguments, d'outils pour faire en sorte de convertir
plus de missions qui de base ne sont pas en full remote, eh bien les faire tout simplement, les faire convertir vers le full remote. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien écoute, je t'invite évidemment à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne, et si tu as envie de travailler avec moi, eh bien écoute, je te mets en description les liens afin de pouvoir t'aider à devenir freelance. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!